Eh ben, bonsoir à tous. 18h30, nous sommes à l'heure, ponctuelle. Il y a une vingtaine de personnes, a priori, ici au siège du CIAN à Paris. Et un grand nombre, je pense, d'inscrits. On va vous laisser arriver au fur et à mesure. Bah, on a déjà plus de 20 inscrits. Donc ça monte un petit peu. Et quasiment tous nos intervenants sont là. Il ne manque qu'un seul. Mais je pense qu'il va arriver dans les minutes qui viennent. Bonsoir à tous. Et donc, merci d'être là sur cette première conférence de l'année de la commission digitale du CIAN. On avait terminé l'année en parlant de l'IA, ça a eu un très gros succès. On avait dû repousser les murs. On s'était dit, bah, ça a tellement de succès qu'on va refaire une deuxième. Et avec comme objectif, cette fois-ci, de rentrer sur des cas concrets pour montrer bah, que l'Afrique n'est pas totalement déconnectée de l'IA, même si on verra qu'il peut y avoir des challenges et des prochaines étapes à développer pour le continent autour de l'IA. Et on a un super panel, alors dont une grande partie est à distance, et c'est une très bonne chose, parce que ça permet de... Et j'espère qu'on n'a pas perdu Linda. Non, elle est toujours là, c'est bon. Ça permet voilà, d'avoir des discussions et d'avoir des échanges à travers le continent. Je vous présente l'ensemble de nos intervenants. Tout d'abord, le docteur Linda Vallée-Samaké, qui est enseignante-chercheur TIC et Startup Écosystème Enabler. Bonjour Linda. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tout le monde. Et vous êtes dans quel pays? Comme ça, vous nous faites voyager pour ceux qui sont à Paris. À Abidjan, Côte Abidjan. d'Ivoire. Vous allez voir, on va faire plein de pays différents. Et puis, donc, les quatre autres intervenants par ordre alphabétique, bah, on fait un passage à Paris. Thierry Barbeau, à mes côtés, qui est consultant innovation et digital sur l'Afrique. Ensuite, je ne sais pas si... Ah si, Kofi, bonjour. Kofi Fabrice Jossou, qui est expert principal économie numérique à la BOAD, qui vient de nous rejoindre. Bonjour, Bonjour Kofi. tout le monde. J'imagine que tu es au Togo, c'est ça? Bien sûr, à Lomé. À Lomé, voilà, on fait un petit tour, ça nous fait voyager des Paris-Lomé. Ensuite, nous avons Alain Kiindou, qui est directeur régional à l'AUF, qui est l'agence universitaire de la francophonie. Bonjour. Bonjour Alain, et dans quel pays? Au Cameroun. Au Cameroun. Je vous dis, on voyage, c'est incroyable aujourd'hui. Et enfin, pour finir, Chris Kohler, qui est le PDG d'Edomac. Chris, normalement, Bonjour tout le monde. et vous êtes où, vous? À Lomé, au Togo. Ah, donc on a deux fois Lomé, vous voyez, on voyage beaucoup ce soir, et c'est ça qui est sympathique avec avec ces conférences. Ce que je vous propose, hein, c'est de consacrer 1 heure d'échange et puis après, on passera des questions à la salle, enfin à la salle en présentiel pour ceux qui sont là. Pour ceux qui sont connectés, déjà une trentaine de personnes et ça continue à monter à distance, vous pouvez poser des questions dans la partie Q et R de Zoom. Et Virgile, ici présent, sera votre porte-voix. Et pour ceux qui reverront le replay, bah, malheureusement, par définition, vous ne pourrez pas poser de questions en direct. C'est le principe du replay. Je voudrais commencer avant de rentrer sur les cas concrets. Et encore une fois, c'était une des demandes de la conférence de décembre, des exemples concrets de ce qu'on peut faire avec l'IA en Afrique. Déjà, peut-être un peu premier tour de table sur un peu votre vision de où en est l'IA africaine aujourd'hui. On nous dit qu'il y a plein d'exemples, d'autres vont nous dire oui, mais toutes les données sont américaines, l'Afrique est oubliée, ça va mal. L'Afrique, c'est 140 data centers, c'est 3 fois moins que les Pays-Bas, ça va mal. Donc voilà, entre les pessimistes et les optimistes, vous, à tous, et dans vos domaines différents, parce que ce qui est intéressant dans ce panel, c'est qu'on a à la fois des enseignants, des chercheurs, des responsables d'institutions internationales, des consultants, on a vraiment un panel très divers. J'aimerais bien un petit tour de table, d'une part sur quelle est votre vision de où en est l'IA africaine aujourd'hui, vous du côté pessimiste ou optimiste. Est-ce qu'il y a des éléments clés de cette chaîne de valeur de l'IA où vous dites là on est bon, là on est moins bon, parce que quand on parle de l'IA, il y a de la recherche scientifique, il y a les questions des supercalculateurs, les données, l'écosystème innovant, les startups. Donc on voit qu'il y a plein d'écosystèmes différents. Là où est-ce que vous pensez qu'on est bon ou pas bon? Et puis, parce que si on avait vu la dernière conférence que c'était un domaine important, quel est pour vous et on a des enseignants-chercheurs, donc on va en profiter, le rôle de l'éducation, notamment l'enseignement supérieur, dans ce développement de l'IA en Afrique? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Est-ce qu'on est galant, messieurs, et on laisse la parole à Linda en premier? Linda, vous voulez intervenir? S'ils confirment qu'ils sont galants, avec plaisir. Bon, bah, je pense qu'ils n'oseront pas dire le contraire. Alors, merci beaucoup. Effectivement, je suis enseignante-chercheur à l'ESATIC, qui est l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication.
ici à Abidjan, où j'ai eu le plaisir de recevoir professeur Kiyindou il y a un moment maintenant. Merci pour la visite encore. Et après 10 ans dans le secteur privé, je suis contente d'avoir eu donc effectivement cette double perspective sur les choses. Dans le secteur privé en Occident, donc Europe et États-Unis, j'ai pu voir certaines avancées. En rentrant, j'ai pu avoir la perspective locale. Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, personnellement, je reste très optimiste parce que je vois les capacités de mes étudiants, je vois ce qu'ils font déjà aujourd'hui, je vois ce que les startups technologiques font également, puisque j'ai dirigé la Fondation Jeunesse Numérique de Côte d'Ivoire pendant 7 ans et demi, et il y a de quoi être optimiste. Maintenant, ceci étant dit, évidemment, les challenges sont là, vous les avez déjà brossés, hein, je pense qu'on les connaît, mais grosso modo, le supercalculateur aujourd'hui qui est à Bingerville, donc juste à côté d'Abidjan, est sous-utilisé. Donc le problème n'est pas qu'on n'a pas de capacité de calcul. Je pense que le problème, il est vraiment au niveau de la formation, de la sensibilisation, savoir ce qui est disponible, quelles sont les spécifications, quel type de choses on peut faire avec les équipements qui sont disponibles, et puis bon, ben, former sur les algorithmes, former sur les applications concrètes pour améliorer le quotidien des Ivoiriens et de la population mondiale en général. Donc pour moi, l'enseignement supérieur et l'enseignement technique professionnel ont un rôle immense à jouer. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas le loisir d'aller jusqu'au niveau post-bac. Donc il faut qu'on intègre l'IA beaucoup plus tôt. Il faut qu'on puisse le mettre de manière très pratique, très pragmatique avec des contenus qui soient adaptés à des niveaux d'études inférieurs, qu'on le mette dans le quotidien des gens. Donc, on pourrait faire des contenus beaucoup plus basiques, mais très pratiques pour montrer, par exemple, que c'est possible d'utiliser des datasets, de les exploiter et d'en sortir des prédictions qui sont utiles pour améliorer les décisions, la prise de décision. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être fait. Je pense qu'au niveau de l'enseignement professionnel, aujourd'hui, on n'a pas assez de contenu sur des technologies de haut niveau. Par contre, au niveau de l'enseignement supérieur, pour parler de la Côte d'Ivoire, on a d'excellentes écoles publiques qui font un travail formidable dans le numérique, dont les ATIC et également l'INPHB, qui est l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, ainsi que plusieurs établissements privés qui font un bon travail également. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment axer sur la formation, la sensibilisation. C'est pas demain, c'est maintenant. Et il faut que au quotidien, tout le monde ait accès à des formations de qualité, chacun à son niveau d'études. Merci beaucoup, c'est très clair et je pense aussi très encourageant, même si ce que je pense les défis sont encore nombreux. Mais en tout cas, on commence par de l'optimisme, tant mieux. Qui veut ensuite prendre la parole? Je ne distribue pas tous les rôles. Est-ce que quelqu'un se sent envie de continuer et donc justement sur ce bilan de l'IA aujourd'hui en Afrique? Je peux Ah, continuer, voilà, voilà. voilà, je peux continuer sur la lancée de Linda, essayer de garder son optimisme, mais sans oublier quand même les chiffres qui ne sont pas réduisants. C'est-à-dire que si on regarde l'indice de préparation à l'intelligence artificielle, qui a été publié, on voit que les pays africains sont en moyenne à peu près à un indice de 30 sur 100, comparé à des pays comme les États-Unis qui sont à plus de 80. Et là, c'est la moyenne. Et quand on va dans les détails de certains pays comme le Tchad et la Centrafrique, ça baisse jusqu'à 12. Et donc là, ça pose question quand même. Et on ne peut pas développer l'intelligence artificielle si la recherche n'est pas développée. Aujourd'hui, la recherche et l'innovation sont des enfants pauvres de notre pays, de notre continent. On publie quasiment pas. Et ce qui est encore embêtant, c'est que la recherche reste décorrélée, hein, écartée, isolée et n'a aucun lien avec le milieu économique, le milieu industriel, hein, ce qui ne permet pas d'avoir des avancées et le matériel nécessaire pour pouvoir travailler correctement. Il y a la question des financements également. Les financements qu'on a sont généralement
financement extraverti, en tout cas qui viennent de l'extérieur, ce qui fait que les objectifs, les fléchages de ces financements sont généralement pour atteindre des objectifs qui ne correspondent pas aux besoins locaux. Donc, on peut continuer effectivement la litanie de ces choses qui ne vont pas. Mais il y a quand même possibilité d'avoir un optimisme. On voit quand même une certaine dynamique qui se développe, des, des startups avec des personnes de talent qui font des choses extraordinaires, hein. Je pense à Instadeep, je pense à Plante Signal et d'autres applications intéressantes. Ce qui manque plutôt, c'est peut-être euh, bien accompagner ce dynamisme-là pour que ça puisse donner des effets d'échelle. Et je suis d'accord avec Linda pour confirmer et affirmer que l'éducation joue un rôle essentiel dans le développement de l'IA. Et là, il y a des bonnes initiatives également qu'on peut remarquer au Kenya, au Rwanda, au Nigeria, un petit peu partout, des exemples à suivre aussi bien dans la recherche que dans la formation. Là où il faudrait peut-être travailler davantage, c'est de voir l'intelligence artificielle d'une façon un petit peu holistique. La plupart des formations qui se développent sont des formations techniques. On a besoin de la technique pour développer l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas que ça. On a besoin aussi d'avoir des formations autres sur l'éthique de l'intelligence artificielle, sur le droit, sur le management des startups, sur l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un travail effectivement qu'il convient de mener. Et quand je dis que la plupart des formations sont techniques, ça veut dire qu'en fait, c'est pas toujours appliqué. Aujourd'hui, on a besoin de formations sur l'IA et l'agriculture, l'IA et la santé. Et donc, ça demande une double compétence. Et ça veut dire que les formateurs doivent dépasser leur clivage. Je suis Oui. mathématicien, je reste mathématicien, je suis spécialiste en intelligence artificielle et non, il faut vraiment qu'on aille vers les autres et puis qu'on puisse travailler ensemble. Et travailler ensemble, ça veut dire la mutualisation. Et donc, je rebondis toujours sur ce que Linda vient de dire, hein. Le supercalculateur, c'est un appareil, un équipement qui coûte très, très, très cher. Et le cas qu'elle évoque de la Côte d'Ivoire n'est pas isolé. À Diamniadio, on a également un super calculateur qui est également sous-utilisé. Le problème qui se pose souvent chez nous, c'est que chacun veut avoir sa formation d'excellence. Chacun veut avoir son super calculateur. Chacun veut avoir son data center. Alors qu'on devrait travailler dans la mutualisation. Et là, c'est là que les organisations sous-régionales peuvent jouer un rôle important de fédérateur. Quand on a un supercalculateur qui coûte cher, pourquoi ne pas faire que deux pays s'associent pour avoir un supercalculateur? Pourquoi ne pas faire que dans la sous-région, on puisse avoir une fluidité qui fait que les spécialistes togolais peuvent aller travailler facilement en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est des mobilités qu'il faut structurer, même si ça existe de façon isolée. Mais je crois qu'il y a un travail important à faire. Et là, pour terminer sur un mot très positif, hein, c'est quand même la prise en compte de l'importance de l'intelligence artificielle aujourd'hui au niveau de nos politiques. La plupart, enfin beaucoup de pays africains sont même en train de mettre en place des stratégies d'intelligence artificielle, des stratégies nationales. Ça, c'est quelque chose à encourager. L'Union africaine, qui devrait jouer un rôle important là aussi, a commencé à se pencher sur la question en mettant en place aussi une stratégie africaine. Il y a une stratégie également des données qui existe déjà. Et on a un Conseil africain de l'intelligence artificielle qui a été créé. Donc, on voit bien que les leviers sont là. Maintenant, il faut juste les pousser pour que ça marche. Voilà en gros ce que je peux dire de façon rapide. Non, non, merci Alain, c'est très clair. Et puis effectivement, après, dans la deuxième partie, on va rentrer sur des exemples concrets, parce que c'est ça que les gens voulaient. Et j'ai pas les chiffres sur les supercalculateurs, mais je vous rejoins sur la mutualisation. Sur les 140 data centers africains, la moitié sont dans trois pays. Et il y a 24 pays africains qui n'ont aucun data center. Donc on voit que le concept de mutualisation fait tout à fait sens. Vous avez évoqué les financements, donc je vais me tourner vers la BOAD. Coquille, bonjour. Ah, sauf Bonjour, que bonjour.
Ah, on ne vous voyez plus, mais on l'entend, donc c'est l'essentiel. Ouais. Et Alors, j'écoutais. merci pour l'opportunité de la prise de parole et dans la continuité des précédents intervenants, Madame Vallée et le professeur Kiyindou. Je voudrais dire que, bien sûr, que on l'a tous remarqué, je veux dire, l'intelligence humaine se développe, hein, on pourra dire, grâce à l'intelligence, du moins l'intelligence artificielle se développe grâce à l'intelligence humaine, parce que s'il n'y a pas les données ou l'input de l'humain, l'intelligence humaine et artificielle n'aurait pas ce potentiel de développement économique et social pour nos régions. Mais ce qui est important de souligner, c'est que son adoption reste très inégalée selon les pays. Le professeur qui nous a parlé du Rwanda, à de certains nombres de pays, j'ajouterai le Kenya, ou un certain nombre de pays qui sont quand même des pionniers en matière d'IA et d'adoption d'IA sur le continent. Mais il faut comprendre que tous les pays, comme il a parlé du niveau de préparation de nos États, ne sont pas au même niveau. C'est justement pour ça qu'il faut comprendre que beaucoup de pays se sont dotés, certains de plans stratégiques. Le Sénégal s'est doté d'une stratégie IA, je crois la Côte d'Ivoire récemment. Certains pays ont emboîté le pas quand je parle de ma région. Mais la réussite de tout ceci dépendra des infrastructures numériques et d'une main-d'œuvre qualifiée, le capital humain, le renforcement des capacités. Et bien sûr, il faut penser qu'il y a de nombreux défis hein, qui vont se poser quant au développement de l'IA ou l'adoption de l'IA dans nos régions. On est tous conscients des questions éthiques, du manque d'un cadre juridique unifié, des données exploitables à l'échelle du continent, de compétences, j'ai parlé plutôt du capital humain, des questions de connectivité, bien sûr, hein, pour finir et amplifier ce que le professeur Kiyindou a dit, de financement d'investissement dans la recherche. Donc, très, très rapidement, voilà ce que je pourrais ajouter dans la continuité des précédents intervenants. Remercie. Merci, Kofi. Alors peut-être donc, pour terminer, pour continuer et terminer ce tour de table, deux derniers points de vue, peut-être plus opérationnels. Un entrepreneur, Chris, votre vision en tant Effectivement, qu'entrepreneur. effectivement. Je suis très positif sur l'implémentation de l'IA en Afrique. Euh, pour le contexte, je suis togolais, mais avant de rentrer au Togo il y a 2 ans de cela, j'étais consultant chez Price, chez PwC à Amsterdam. Alors, j'étais vraiment confronté aux questions d'innovation sur le marché européen, levée de fonds, etc. Et rentrer au Togo très rapidement, juste après le lancement de ChatGPT au Togo. Et alors, je vais vous donner un exemple pourquoi je suis très optimiste. Parce que ChatGPT a été lancé, je me rappelle plus la date exacte, aux États-Unis, mais c'était le même jour au Togo. Quand je retourne en arrière 10 ans, il y a 10 ans, quand il y a une nouvelle version de Windows, par exemple, ça prenait une année et demie pour être accessible en Afrique. Et là, maintenant, on a accès aux dernières technologies le même jour que toute la planète, au fait. Et cela nous a permis ici à Lomé de créer une startup et de match qui présentement est plus utilisée pour trouver de l'emploi au Togo que LinkedIn. Alors, en 3 mois, on a su regrouper à peu près 50 000 utilisateurs jeunes africains entre l'âge de 18 et de 35 ans qui utilisent les dommages pour trouver du travail. Et ça, parce qu'on utilise l'IA dans un contexte africain, on communique via des canaux qui nous sont propres, on utilise un langage qui nous est propre, et on voit vraiment qu'au niveau de la jeunesse, qu'ils comprennent très rapidement et ils adoptent aussi très rapidement. Les challenges, si on veut parler de challenges, c'est surtout au niveau, d'après moi, de la tranche d'âge à partir de 35 ans. Alors, quand on prend 35 en allant, c'est là où, moi, j'identifie une réticence et un manque de confiance dans les outils basés sur l'IA. Alors, pour parler concrètement d'un point de vue d'un entrepreneur, je pense
que le marché africain, surtout la jeunesse africaine, est prête pour adopter l'IA et pour l'intégrer dans son quotidien. Mais le challenge, c'est de l'envelopper, de le proposer dans un contexte qui est totalement africain et qui est créé depuis l'Afrique et non du top-down. C'est ça ma petite intervention du début. Merci Chris et bravo pour le succès de votre startup. C'est une belle réussite, effectivement. On va terminer le tour de table, on revient à Paris. Thierry, de ta vision de consultant, mais aussi qui est quand même souvent sur le terrain et dans plein de domaines différents. Optimiste, pessimiste sur l'IA en Afrique? Alors, ce qui est difficile, bien sûr, c'est l'accès à la technologie de base, c'est-à-dire à la connectivité, à l'Internet, au débit, et donc ce gap qu'il y a de manière assez hétérogène en Afrique. On a parlé de la Centrafrique, on a parlé du Rwanda, du Kenya, bien sûr. C'est là où il y a le plus de connectivité et d'accès au numérique et à la formation aux nouvelles technologies et au numérique en général, qui permet bien sûr ce saut vers d'autres technologies qui arrivent plus pour moi comme une brique technologique qui rajoute du pouvoir et qui a un effet levier sur l'ensemble des thématiques. C'est l'intelligence artificielle. Donc les pays qui sont déjà en retard et qui ont un grand gap à combler, forcément, ça va être un peu difficile pour eux. En tout cas, ça va arriver de manière plus sporadique et un peu plus tardive. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que je pense que un petit peu comme le mobile money, qui a quand même, qui maintenant a peut-être plus de 15 ans d'ancienneté, a été une véritable révolution en Afrique. Il fallait des investissements, donc je pense que c'est pas un problème réel d'investissement ou de technologie, parce qu'on a vu que ça a été un essor colossal, notamment avec l'histoire de M-Pesa au Kenya, etc., que tout le monde se l'est approprié et que c'est devenu un vrai service. À la population, c'est l'accès à être bancarisé, à pouvoir investir, épargner, prendre un crédit, se développer, que ce soit du microcrédit, des gros investissements ou payer des factures. Et je pense que l'intelligence artificielle a un peu cet effet aussi de catalyseur, d'effet levier sur des choses déjà existantes. Et si on va dans du concret et très réel, si on prend l'exemple, on a cité le Rwanda, il y a l'IRCAD au Rwanda qui a été développé avec un partenariat aussi avec les frères Maresco. Il y a eu un projet en France, il y a eu un projet à Kigali. Et là, sur l'imagerie, sur les scanners, les IRM, les analyses biologiques, l'IA apprend avec le Large Language Model et dans sa faculté d'apprentissage et donc d'algorithmes dédiés à mieux analyser, mieux diagnostiquer de manière plus rapide et en étant adapté à la donnée qu'elle capte localement. On parlait de données, de souveraineté, de data center. Je pense que comme le mobile money qui s'est développé finalement d'abord en Asie et ensuite avec une vague en Afrique, l'IA va se développer avec les données qu'elle va être capable de capter localement, avec les programmes auxquels elle est associée. Et là, elle peut avoir un effet démultiplicateur absolument colossal sur déjà des technologies, des innovations quelque part made in Africa. Et c'est là où je pense que ça peut être extrêmement intéressant. On l'a vu avec les drones aussi, où il y a une vraie success story en Afrique avec la livraison de sang, etc. Et je pense qu'il y a aussi un pouvoir énorme sur les langues, sur la capacité justement de transmettre les langues locales, qui sont parfois très nombreuses dans beaucoup de pays d'Afrique, et du coup là d'apporter des solutions concrètes sur je veux faire mes documents fonciers, je veux inscrire mes enfants à l'école, je veux avoir des papiers d'identité, mais je parle la langue de la région où je suis. Et là, les applications de services publics avec l'IA et la faculté, le pouvoir de traduction peut être absolument colossal. Alors, c'est une bonne transition avec ce qui est pour moi le cœur de cette soirée. Mesdames, madame, messieurs, maintenant il faut convaincre les sceptiques dans la salle, ceux qui disent oh là là, l'IA en Afrique, c'est du pipeau, ça ne marche pas, c'est des cas microscopiques. On voudrait des exemples concrets, détaillés de cas d'usage, et on a cité des domaines comme l'éducation, l'agriculture, la santé, peut-être d'autres. Est-ce que chacun, vous pouvez nous donner un, deux, trois, mais cas concrets, mais concrètement, deux cas d'usage en Afrique de l'utilisation de l'IA. Quand je dis IA, c'est pas forcément IA générative, hein, ça peut être aussi d'autres formes d'intelligence artificielle qui peuvent être via des institutions, des entreprises ou autres. Mais donnez-nous quelques exemples concrets, réels, et en expliquant en quoi l'usage de l'IA apporte quelque chose sur le continent. Alors, ça peut être en termes de création de nouvelles activités, on a un exemple avec Chris, mais ça peut être aussi en termes de services sociaux ou autres. Voilà, donnez-nous quelques exemples concrets. Faites-nous concrètement rêver, messieurs, dames. Qui veut se lancer en premier? Après, je vous relancerai, hein. Alors, je peux y aller, Allez, si vous souhaitez, si on reste dans la dynamique de la galanterie. Donc, exactement.
Juste donner quelques exemples, effectivement. Les domaines cités sont des domaines qui sont déjà transformés aujourd'hui grâce à l'IA. Donc, je donne dans tout ce qui est e-agriculture, par exemple. On a dès 2016 une start-up ici en Côte d'Ivoire qui utilisait un algorithme d'IA pour pouvoir détecter une maladie spécifique sur les plants de cacao. Donc, cette maladie s'appelle le swollen shoot. D'accord? Donc, ça se manifeste par un jaunissement des feuilles, etc., une déformation. Et évidemment, ça affecte grandement la productivité de nos planteurs. Donc, dès 2016, cet algorithme a été développé et a commencé à être donc testé. Nous, on a accompagné cette start-up via cette organisation dont j'étais la directrice exécutive à l'époque, donc la Fondation Jeunesse Numérique, créée par le ministère en charge de l'économie numérique. Aujourd'hui, ils sont fonctionnels, ils sont implémentés dans plusieurs parcelles. Après, le modèle économique peut encore être un challenge, il est à peaufiner, mais c'est quelque chose qui fonctionne. De la même manière, au niveau, par exemple, de la santé, on a eu très, très tôt des applications dans le domaine de la santé qui sont aujourd'hui utilisées. Alors, on a, à titre Interromps, d'exemple, excusez-moi, mais concrètement, dans le premier cas qui est très bien, après on démarre sur la oui, santé, c'était quoi où est-ce qu'il y avait de l'IA? Concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Je pense que c'est important que les gens comprennent. dans la euh, reconnaissance de voilà. la détection de la maladie. Donc En c'était quoi? fait, Il y avait des photos qui étaient prises, c'était sur oui, des bien sûr, avec des photos. Donc, en IA, en intelligence artificielle, c'est vrai qu'on ne sait pas quel est le niveau de l'audience qui est peut-être hétérogène. Donc, peut-être permettez-moi de faire juste un petit rappel. c'est Au parfait. niveau, au niveau de l'intelligence artificielle, bon, comme on sait, on a plusieurs domaines. On a grosso modo le machine learning qu'on connaît, l'apprentissage automatique à partir de données qui sont classifiés pour donc l'apprentissage supervisé et non labellisé pour l'apprentissage non supervisé. Au niveau donc du deep learning qui fait partie du machine learning, là, on ne va pas avoir de données qui sont préétiquetées. On laisse un peu quelque part la machine trouver les patterns dans les données existantes grâce à des réseaux de neurones, etc. Donc, dans le deep learning toujours, tout ce qui est convolutional neural network, donc les réseaux neuronaux convolutionnels, les CNN, servent à tout ce qui est analyse d'images. Donc, les CNN sont utilisés pour faire de l'analyse d'images, donc des photos qui ont été prises sur les différentes parcelles agricoles, pour pouvoir justement détecter la maladie assez tôt, de manière à ce que l'on puisse détruire la petite parcelle affectée par la maladie avant que la maladie ne s'étende au reste de la plantation. En fait, c'est ce qui était fait. Et ces photos étaient prises via des drones. D'accord? Donc, c'était le modèle au départ. Donc, au niveau de l'agriculture, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Par exemple, des exemples de robots de surveillance de plantations agricoles qui opèrent grâce à un algorithme d'intelligence artificielle qui leur permet de détecter un certain nombre de paramètres, donc les limites du champ, certains nuisibles, etc., de manière à pouvoir protéger les parcelles agricoles. Au niveau de la santé, je me souviens, on avait eu un hackathon en 2018 ou 2019 déjà. Donc, c'était vraiment les prémices où on avait eu un groupe d'étudiants à l'époque qui avaient proposé à une entreprise un système pour pouvoir détecter le cancer en amont. Et donc, avec le ministère de la Santé, ils ont évolué. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de projets dans ce domaine-là. Par exemple, on a un projet d'étudiant qui est en train de bien évoluer et de passer justement au monde industriel, qui a développé un certain nombre d'algorithmes, amélioré certains algorithmes existants pour pouvoir pratiquer une analyse des images de peau pour détecter les pathologies, comme par exemple tout ce qui est lésions kératosiques bénignes, les lésions vasculaires, mélanome, les problèmes dermato aussi, dermatofibromes, etc. Et puis également au niveau de tout ce qui est image de rétinographie, pour pouvoir identifier la cataracte, le glaucome et toutes ces maladies très courantes malheureusement. De la même façon au niveau des radiographies pulmonaires,
pour la détection de la pneumonie, etc. Donc, ça, c'est une application dont je vous parle qui est fonctionnelle aujourd'hui et qui est en train de passer dans le monde industriel. Pour revenir très rapidement justement à ce qu'on disait tout à l'heure de l'importance de la communication et de la collaboration entre les mondes académiques et industriels, je voudrais vraiment abonder dans ce sens-là. À l'ESATIC, par exemple, on fait énormément de travaux en lien avec les industries, en lien avec les entreprises, avec les fêtières d'entreprises. C'est indispensable et j'encourage vraiment toutes les écoles à pratiquer vraiment le brainstorming au moment même des curricula, de l'établissement des curricula. Quand on doit mettre à jour des curricula, on ne peut pas le faire seul. Il faut absolument le faire avec l'industrie. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu courant dans certains établissements, mais malheureusement pas dans tous. Et si on a un décalage au moment même de l'élaboration des curricula, forcément, on va le perpétrer par la suite et les produits qui vont sortir des parcours de formation ne correspondront pas aux besoins des entreprises. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental, sur quoi on doit vraiment beaucoup insister aujourd'hui. Alors, pour ce qui est des autres exemples, au-delà de l'agriculture et de la santé, on a également un exemple de, bon, dans tout ce qui est gestion de stock, etc., un système de gestion et de vente qui aujourd'hui est fonctionnel, qui consiste à intégrer l'IA pour optimiser donc la gestion de stock et la vente au détail. Donc, c'est un système qui avait été spécialement conçu pour les entreprises de vente de pièces détachées et d'autres produits détaillés, mais qui évidemment est applicable à d'autres types d'entreprises moyennant une certaine adaptation. Donc, je pense que ce n'est pas nécessaire de revenir sur l'importance de l'optimisation de la gestion de stock en termes de gains évidents pour l'entreprise. Donc, voilà un type de solution qui très, très clairement peut contribuer à améliorer la productivité au niveau des entreprises et qui est déjà, on ne parle pas je veux dire, de rêve ou de projet à horizon 2030. On parle de choses qui sont vraiment déjà utilisées aujourd'hui. Et dans Donc, la gestion bien des stocks, l'IA, c'était quoi? C'était prendre toutes les données de prévision, de flux et essayer de l'optimiser? C'était ça, c'est ça Oui, le oui, c'est principe? ça, tout à fait. Regarder l'historique des stocks et puis pouvoir faire des prédictions en utilisant les modèles qu'on connaît qui permettent donc d'avoir des prédictions et de supporter justement la prise de décision en termes de quantité à produire de chaque type de produit en fonction de comment il a été vendu, les produits qui ont été les plus populaires, ceux qui sont restés en stock plus longtemps. Et à partir de cet historique-là, être capable justement de savoir ce qu'il faut produire en priorité et ce qu'il faut réduire. Voilà, Non, mais simplement. merci Mais beaucoup. vraiment, pardon Jean-Michel, juste une chose très Oui, c'est sûr, rapidement. c'est sûr. Vraiment, c'est vrai que le souci des données est réel, Ouais. mais il y a beaucoup de lobbying qui se fait, qui doit être accentué sur l'open data. On a des données, parfois, mais qui ne sont pas partagées. On a des données qui sont stockées, disponibles dans certaines institutions, mais qui ne sont pas partagées. Même nous, en tant que chercheurs, parfois, on a besoin de données et ça peut être un peu difficile par moment. Donc ça, c'est vraiment un lobbying forcément à intensifier en lien avec les agences nationales de statistiques et en lien avec les différentes organisations qui collectent régulièrement des données qui peuvent être utiles pour l'avancement de la recherche scientifique. C'est un petit plaidoyer que je voulais faire par rapport à ça. Tout à fait. Merci beaucoup, Linda, parce que d'une part, les trois exemples étaient très clairs et je pense que c'est important que les gens comprennent concrètement en quoi l'IA intervient et ce qu'elle fait. Et puis, j'aime bien aussi les deux messages sur le lien académie-industrie. Je pense que c'est effectivement clé. Et sur l'open data, je pense qu'on ne peut qu'abonder dans votre sens. Alors, ça va être dur pour succéder à Linda, messieurs. Mais je touche. Je, Vas-y. Eh ben, Chris. Bon, je prends la parole. Alors, du coup, je t'ai parlé tout à l'heure des dommages. Alors, ça, c'est d'après moi un exemple concret d'une implémentation d'une IA sur le marché RH en Afrique de l'Ouest. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En utilisant une IA, on essaye de matcher les chercheurs d'emploi d'un côté avec les entreprises qui posent les offres. Alors, je vais vous donner un exemple. Cette semaine, il y a un monsieur qui cherchait commercial qui a créé une offre sur notre plateforme et cette offre a été transformée en vecteur numérique par notre IA et ensuite comparée à
presque 50 000 personnes dans nos bases de données, qui ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des CV qu'on envoie à un LLM, mais des CV qu'on transforme aussi en vecteurs numériques pour protéger la sécurité de ces derniers. Et on compare au niveau des vecteurs numériques pour calculer un pourcentage de match entre le chercheur d'emploi et cette offre. Et ces personnes, ces 50 000 personnes sont ordonnées en ordre de pourcentage et présentées à cet entrepreneur. Alors, l'entrepreneur qui crée son offre d'emploi en mettant sur la plateforme, au lieu de recevoir 10 000 CV qu'il a analysés, là, il reçoit le top 100 des CV avec le meilleur candidat qui a une adéquation de 81%. Il a une analyse qualitative de pourquoi c'est un 81%, les pros, les cons, et ensuite une analyse quantitative aussi. Est-ce que c'est un match au niveau du domaine, au niveau des compétences techniques, au niveau des soft skills, et ensuite au niveau des attributs. Alors, l'IA nous permet aussi de calculer la distance entre les géolocalisations. Par exemple, si c'est un monsieur qui est appelé à être au bureau tous les jours, alors on estime que la géolocalisation est une donnée importante à analyser dans ce pourcentage d'adéquation. Mais si c'est un développeur qui peut travailler à distance, alors le poids de la distance n'est pas si important dans le calcul qu'on effectue de ce côté. Alors ça, ce sont différentes techniques d'IA qu'on a intégrées dans une application qui est disponible maintenant au Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, etc. J'aimerais bien rebondir sur un point souligné par Thierry qui a parlé Chris, spécifiquement de... Oui. Chris, excuse-moi, juste pour préciser, parce que je pense que c'est important. Parce qu'on pourrait dire, ah bah oui, mais du matching comme ça, mythique en France, ça existe depuis 10 ans. Qu'est-ce que l'IA apporte de nouveau par rapport à ce qui existait avant? Je pense que c'est aussi Mhm, intéressant, parce que mhm. vous êtes dedans, donc vous le savez, mais je pense que c'est utile d'expliquer c'est quoi le plus finalement de l'IA par rapport à ce qui Hum, existait avant. Désolé, Effectivement. j'enfonce des choses ouvertes, mais il faut que tout le monde comprenne, je pense. Non, mais ça me permet d'élaborer. Euh, je pense que ce qui existait avant, c'était du matching sur des mots-clés. Par exemple, on essayait de matcher des mots-clés et ça nous permettait de trouver une adéquation. Mais là, on part carrément sur de la sémantique. Alors, quand on cherche, par exemple, je veux dire, un opticien, par exemple, je cherche un opticien. Alors, on va chercher tous les mots qui réfère à une personne qui travaille dans le domaine de l'optique. Alors, on peut penser à un optométriste, un ophtalmologue, un orthoptiste, etc. Tous ces mots, et on va analyser la carrière, la compétence, les expériences de cette personne, le pays dans lequel il a vécu, et on va inférer une analyse de cette personne pour voir si c'est un profil qui répond à ce que l'entrepreneur recherche. Maintenant, nous, avec notre équipe ici à Lomé de développeurs togolais, euh, on reçoit ces données et on arrive à améliorer notre IA sur nos réalités pour que ça puisse répondre aux attentes des entrepreneurs. Ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est le développement de ces analyses qualitatives et quantitatives. Ça, ce sont des mini-rapports qui n'étaient pas possibles avant l'IA générative. Alors ça, on avait toujours besoin d'un RH qui va analyser deux, trois CV, même après le match, pour pouvoir écrire cette analyse et maintenant créer comment dirais-je, cette proposition à la personne qui doit prendre la décision. Mais ça, ce sont des analyses qui sont générées sur une base de données de 50 000 personnes en 3 millisecondes par personne. Alors, dans l'espace de 5 minutes, j'ai une analyse sur une base de données de 50 000. Euh, je pense que c'est assez étonnant pour une start-up togolaise avec une équipe de développeurs togolais basée à Lomé. Non, mais Alors c'est moi, super. c'est Et merci. effectivement. Ça permet aux gens de comprendre que c'est extrêmement rapide, d'une quantité énorme de données. C'est ça, toutes les Mhm, grandes différences qu'on peut faire aujourd'hui. Et alors, je mhm. vous avais coupé, vous vouliez réagir par rapport à ce que disait Thierry. Oui, effectivement, Thierry a parlé d'une limite au niveau des infrastructures et accès à l'Internet, etc.
quand on développe des solutions en étant en Afrique, on est très vite confronté aux réalités locales. Par exemple, on développe une version de l'application qui a 150 MB pour télécharger. Et le développeur me dit, non, ça passe pas. Parce que quand les personnes téléchargent l'application ici, elles regardent d'abord la taille de l'application pour la télécharger. Alors ça va nous pousser maintenant à innover dans le développement pour créer une application qui répond aux capacités locaux. Ensuite, on a au niveau de l'analyse qualitative qui était générée pour toutes les personnes dans la base de données. Mais très vite, on a remarqué que ça coûte extrêmement cher et ça ralentit le processus d'analyse pour tous les utilisateurs. Alors, on a décidé de créer une fonctionnalité qui n'est qu'accessible quand le chercheur veut l'accéder. Alors, ce sont des... Et ça, c'est possible parce que nous sommes une équipe basée ici et on reçoit les retours des utilisateurs ici. Mais je pense que si on avait développé cette solution en étant à Paris ou à Amsterdam ou à New York, on aurait créé une application de 600 MB, on envoie et on constate que ça marche pas. Alors, je pense que innover sur place nous permet de très rapidement de comprendre les limitations et de trouver des solutions pour créer des applications qui marchent sur le terrain. Mais quand même, le manque d'infrastructure est toujours un challenge réel. Non, mais c'est un point intéressant. Ça montre aussi les spécificités, l'IA à adapter aux spécificités du continent. Bah, peut-être je passe la parole à Thierry, on change un peu l'ordre. Avec plaisir. Je peux prendre un exemple que j'ai un peu précité tout à l'heure, où l'IA a extrêmement bouleversé l'écosystème et encore une fois l'a amélioré. C'est sur, par exemple, la livraison de sang avec des drones qu'avait inauguré Zipline à partir de 2017 au Rwanda, qui s'est maintenant démocratisé dans plein d'autres pays. Et ce savoir-faire s'est même développé finalement au Japon. Donc, alors, c'est une entreprise américaine à la base, avec des partenariats locaux et avec l'État, et c'est un service public puisque c'est gratuit pour les utilisateurs qui sont les centres de santé qui vont récupérer des poches de sang, qui vont récupérer des médicaments ou des vaccins. Je Euh, vais encore faire mon naïf, je ouais, suis je sais. volontairement. Quel rapport entre les drones et l'IA? Eh ben, ces drones, Faut ils expliquer à tout le étaient monde. logiciels. Ils travaillaient avec de l'informatique. Donc, ils étaient électriques. Ils avaient un plan de vol préchargé. Ils partaient. Ils pouvaient voler de nuit, de jour, sous la pluie, mais ils pouvaient rencontrer d'autres types de difficultés. La gestion du stock et la disponibilité des médicaments, surtout que c'est réfrigéré, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, on parle de supply chain et de gestion de stock. La brique IA a énormément amélioré le flux, le stockage et donc la disponibilité des produits. Deuxièmement, les vols qui étaient préenregistrés et qui disaient au drone, bah, tu décolles et tu livres. Il y a 10 ans, il y avait à peu près 20 vols par jour. Maintenant, il y en a 400 sur un seul aérodrone. Donc, tout doit être énormément optimisé, extrêmement rapide, sans échec. Il ne faut pas que le drone tombe, il ne faut pas qu'il y ait un problème, etc. Donc, l'IA, elle va par exemple être connectée aux analyses météo en temps réel, qui va faire en sorte que le drone qui va décoller, qui est électrique et qui vole seul, va modifier son parcours. Et en l'occurrence, par exemple, le Rwanda, comme certains d'autres pays montagneux et assez en hauteur, c'est aussi le pays des mille collines, donc avec des spécificités géographiques et énormément d'orages à certaines périodes de l'année, qui sont assez nombreuses. Donc là, il va falloir que le drone puisse, grâce à l'IA, modifier son plan de vol, voire l'annuler et revenir pour repartir ensuite, et donc se recharger et ainsi de suite. Et l'IA va ajouter ça. Elle va ajouter aussi la capacité énergétique de refroidissement pour l'améliorer entre la consommation au jour et à la nuit, puisque c'est capté par des panneaux solaires. Il faut gérer le stockage de cette énergie avec un système de batterie aussi. Et là, l'amélioration avec l'IA va faire en sorte que s'il y a moins de compartiments réfrigérés à alimenter, bah, elle va baisser le flux et elle va encore une fois l'analyser en temps réel. S'il y a beaucoup de nuages, il y a moins de recharge de batterie, moins de stockage d'énergie, etc. Donc avant, on avait des systèmes qui marchaient un peu bon an, mal an avec la même moyenne de dépenses énergétiques, de gestion de flux et de parcours de vol. Là, avec l'IA, il y a une optimisation incroyable. Et encore une fois, ce qui est intéressant, je trouve que c'est très adapté aux contraintes locales. Et ensuite, ça va être déployé sur les autres aérodrones et ensuite à l'international sur les autres pays. Et ça, c'est aussi assez accessible en open source, puisque en fait, bah, soit des entreprises ou des États qui voudraient le développer, ils peuvent soit prendre une franchise, soit accéder à du savoir que met à disposition aussi Zipline, qui permet bah, de démultiplier les actions. Et je pense que les démultiplier, c'est vraiment
C'est cette fameuse thématique du passage à l'échelle, de répliquer des initiatives qui sont largement utilisables. C'est très intéressant. Un deuxième aspect pour moi extrêmement pragmatique et qui m'a vraiment étonné, c'est que parfois pour avoir du financement, quand on a une multitude de startups innovantes en Afrique, les financements sont accessibles avec des processus qui sont parfois très difficiles, Banque mondiale, Agence française de développement, Banque africaine, etc. Il faut répondre à des appels d'offres. Et aujourd'hui, ces startups qui ont de très bonnes compétences et qui sont très adaptées à l'écosystème culturel et économique local, mais qui sont d'une taille assez faible parfois, qui sont des séries A ou des précides, comme on dit, et ben en fait, elles vont utiliser les modèles en ligne du type Perplexity ou ChatGPT pour dire, bah, voilà les CV, voilà ce qu'on sait faire. Donc, elles sont bonnes dans ce qu'on appelle du prompt engineer, Ouais. et elles vont bien déclarer ce qu'elles sont capables de faire. Elles vont ensuite charger l'appel d'offres avec les termes de référence, les clauses particulières, etc., qui sont des processus quand même complexes, normalement accessibles à soit des cabinets de conseil, soit des gens qui ont vraiment l'habitude de ces marchés publics. Et ces startups, elles vont se regrouper en consortium, elles vont avoir déjà des réponses un peu préformatées, mais grâce à l'IA d'un niveau largement supérieur à ce que pouvaient faire les logiciels d'avant ou une équipe d'humains, et elles vont pouvoir avoir des marchés qui s'ouvrent à elles et qui vont financer leur développement, et encore une fois, régional ou international, avec la capacité de traduction qu'offre aujourd'hui l'IA couplée à ces modèles de réponse. Et ça fait vraiment franchir une étape pour moi très intéressante pour tout cet écosystème d'entrepreneuriat qui est énorme en Afrique, Ouais, c'est un extrêmement très bon développé. exemple parce que ça montre un cas concret d'usage de Alors ça, c'est l'IA un cas très concret parce avec que ChatGPT de base, quoi, en bah, on fait. télécharge tous les documents de l'appel Ouais. d'offres, on télécharge le CV, les compétences, voire on met un lien vers son site internet où on décrit ses savoir-faire. Et ChatGPT, bah, en quelques secondes, hein, c'est hyper impressionnant, même avec une version non payante, il va vous proposer des réponses. Et on peut le faire avec ChatGPT, avec Perplexity, avec Gemini, avec plein d'autres solutions. Et on peut du coup comparer un peu les réponses. Ça nous donne quand même une trame et ça fait franchir un gap colossal pour ces entreprises en leur disant, bah, finalement, grâce à ça, je suis capable de répondre. Mais encore une fois, c'est l'humain derrière et sa faculté à affiner cette réponse, à l'adapter à son savoir-faire et sa connaissance de la culture et de l'écosystème économique local qui va en faire la réussite Mm. ou l'échec. Ouais, merci pour ces deux exemples très très parlants. On n'a pas encore entendu sur cette question Alain ou Kofi, lequel de vous deux veut donner des exemples concrets? Alain, est-ce qui s'est Oui, bon, démuté le premier? oui, ben, je peux continuer parce que je crois que dans ces exemples-là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de la frugalité, hein. Il Ouais. faut arriver vraiment à mettre en place une intelligence artificielle qui soit frugale, c'est-à-dire adaptée au contexte africain avec toutes les difficultés infrastructurelles qu'on connaît, notamment les questions d'électricité et autres. Alors, pour aller dans le domaine, continuer avec les exemples, je peux citer une start-up que nous avons accompagnée à l'Agence universitaire de la francophonie dans le cadre d'un projet qu'on appelle Startup 237, hein, financé par le fonds Équipe France. Il s'agit d'un jeune ingénieur qui a créé une couveuse. Alors, vous savez, les couveuses, c'est des choses qu'on trouve très facilement dans les maternités en Europe, mais en Afrique, la mortalité infantile est très importante et beaucoup de choses se passent dans les couveuses parce que l'électricité peut partir facilement et donc il a développé une solution avec l'intelligence artificielle qui permet de surveiller en gros la couveuse avec l'enfant prématuré. C'est-à-dire qu'on va mesurer à chaque fois la température, on va essayer d'avoir tous les indicateurs, tous les changements nécessaires. Et en cas de problème, alerter l'équipe médicale pour que l'équipe médicale puisse venir intervenir rapidement. Mais là où c'est encore intéressant, c'est que ce système fonctionne avec l'énergie solaire. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est capable de se rendre compte que l'électricité ordinaire ne fonctionne plus et donc basculer vers l'énergie solaire. Donc, c'est une initiative qui nous a beaucoup séduit et donc nous avons décidé de l'accompagner. Donc, aujourd'hui,
Le jeune homme qui a créé cette couveuse est en train maintenant de livrer dans plus de 30 hôpitaux ici au Cameroun pour pouvoir essayer de lutter contre ce grave fléau qui est la mortalité infantile. Nous avons également, dans le cadre dans le cadre de nos activités, accompagné une start-up qui a créé une application qui permet d'aider les paysans parce que, en fait, les paysans, en tout cas les agriculteurs, aiment bien travailler, savent travailler, mais ils ont souvent des soucis pour pouvoir analyser le sol. Donc, ils peuvent aller planter des bananes sur un sol qui est plutôt adapté à la culture de manioc ou à la culture de maïs. Et ce qui est avantageux avec cette application, c'est que c'est une application qui fonctionne avec le téléphone portable. Et donc, il suffit de faire un petit prélèvement de sol, le mettre sur un kit donné, un kit qui accompagne le téléphone portable, et ensuite le kit fait les analyses et les résultats apparaissent sur le téléphone portable. Donc, en gros, on peut vous dire très rapidement que ici, si vous plantez le manioc, vous allez pouvoir tirer peut-être une demi-tonne de tubercules de manioc. Mais par contre, si vous plantez du plantain, vous allez avoir beaucoup plus de productivité. Donc ça, c'est vraiment une application qui est très intéressante, effectivement. Mais dans le même domaine, hein, on peut sortir de l'Afrique centrale. Au Kenya, ça fait des années, on a créé une application qui s'appelle Plante Signal. Et Plante Signal, c'est une application qui permet tout simplement, comme un appareil photo, avec son téléphone portable, on va photographier juste une plante et l'appareil va vous dire si la plante en question est malade ou pas. Donc, s'il s'agit d'une bouture de manioc, on va vous dire, bon, ben, il y a un problème de pourridier. Et ensuite, on va vous expliquer comment vous pouvez lutter contre le pourridier, où est-ce que vous pouvez trouver les ingrédients que vous pouvez utiliser sans aller à la pharmacie, mais en tout cas, un traitement naturel qui va vous permettre de vous en sortir. Voilà en gros les trois exemples que je peux citer, mais bien entendu, il y en a beaucoup d'autres. Non, non, et Nombreux, merci. je veux dire, c'est que c'est des exemples, c'est des initiatives qui jusque-là n'arrivent pas à avoir de l'ampleur souhaitée, même si c'est des bonnes inventions. Mais heureusement, la BOAD est là, elle va permettre à ce qu'il ait plus d'ampleur que fils, si tu nous entends toujours. Est-ce que tu as de ton côté quelques exemples aussi concrets du cas d'usage de l'IA sur le continent? Ben, merci pour cette opportunité. Ce que je voudrais préciser, au-delà des exemples que les intervenants ont présenté, je parlerai spécifiquement, disons, du milieu du financement du développement, hein, appliqué bien sûr à l'Afrique. Je prends le cas de l'AFD qui a créé un outil basé sur l'intelligence artificielle qui s'appelle le prospecteur ODD, qui utilise les technologies d'IA pour analyser les documents, mesurer bien sûr la contribution du financement de l'AFD et des banques de développement aux objectifs de développement durable, donc à voir le contexte. euh, du développement durable que nous vivons aujourd'hui. L'objectif, c'est d'utiliser les technologies IA, voir l'impact des actions d'une banque de développement sur des domaines clés comme la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'eau, la protection de l'environnement. Parlons bien sûr de tout ce qui a comme impact environnemental et social. Et cet outil, le prospecteur ODD, permet aussi de créer des cartographies détaillées pour mieux optimiser les ressources et renforcer le développement durable. De l'autre côté aussi, bien sûr, la KfW, une autre banque de développement qui a beaucoup d'actions en Afrique, hein, qui utilise des algorithmes d'IA pour évaluer les risques liés aux prêts aux investissements internationaux, automatiser les processus administratifs pour réduire les erreurs, gagner du temps, analyser l'impact socio-économique et environnemental des projets, ce que bien sûr de manière traditionnelle un, un analyse financier peut faire en termes d'analyse financière ou un environnementaliste pour l'impact environnemental.
mais cela pourra prendre plus de temps. Les questions notamment d'efficacité et de finesse des données pourront être mises en jeu, notamment dans les secteurs de l'énergie renouvelable, dans le domaine des infrastructures. Mais je reprécise qu'il est important de voir le côté risque de tout ce que nous évoquons, parce que à un moment donné, nous devons nous poser des questions de savoir comment nous adressons la question de la régulation, comment nous allons continuer ou comment adopter une technologie dans nos usages lorsque nos obligations juridiques et éthiques ne sont toujours pas à jour et des lois à l'échelle régionale ou nationale pas encore adoptées. Donc, il y a beaucoup de questions encore en suspens et c'est pour ça que c'est important que les gouvernements se joignent à l'effort louable de tout ce qu'il y a comme entrepreneurs, start-up, pour réfléchir à la problématique. Parce qu'à un moment donné, cette question-là va se présenter. C'est là. Parce que la technologie, elle vient pour régler un problème. Elle ne vient pas pour en rajouter. Monsieur Kenindou a parlé d'un certain nombre d'initiatives, mais il est important de voir la synergie de toutes ces initiatives par rapport à l'adoption de cette technologie. Et ça me ramène encore à, à l'époque de M-Pesa au Kenya, le mobile money, qui est venu régler un problème au niveau de la bancarisation de masse. Et la régulation a suivi après. Oui, c'est là où on a parlé de régulation accommodante. Donc, il est important que cette technologie ne nous échappe pas et que nos vrais défis au niveau de la liberté technologique, nos vrais défis par rapport à la propriété intellectuelle, parce que ici, euh, nous parlons de la donnée qui est la matière première, mais au niveau de la propriété intellectuelle, la norme ou bien, disons, l'outil qui est protégé, c'est le résultat. Pendant qu'ici, nous avons un problème au niveau de la matière première, de la qualité des données. Donc, il y a beaucoup de questions encore en suspens que nos États, nos gouvernements en pourront être en mesure de nous aider à solutionner en se joignant à l'effort de la communauté technique dans une approche en multi-acteurs, chacun respectant son rôle, puisque la technologie, ce n'est pas pour amener davantage ou amener à désorganiser nos sociétés, mais et c'est davantage pour l'organiser et nous Bon, amener à trouver des solutions. Ça, c'est important, je le rappelle, euh, dans une approche multi-acteurs, dans une approche de liberté technologique, il est important qu'on arrive à circoncire le cadre de cette technologie et d'en faire une utilisation plus responsable. Merci. Merci beaucoup, c'était des exemples intéressants et puis quelques réflexions fort pertinentes. Vous nous avez donné plein d'exemples, à la fois dans le domaine RH, finance, logistique, supply chain, dans les secteurs de la santé, beaucoup dans l'agriculture. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait rajouter un exemple additionnel? J'ai été un peu surpris d'avoir aucun cas d'impact de l'IA dans le domaine de l'éducation. On a bien vu qu'il y avait un vrai lien avec l'industrie, mais pas dans le métier même de l'éducation, et non plus d'exemple dans le domaine de la culture. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui ont envie de parler sur ces deux sujets ou sur un autre, pour redonner quelques exemples. Dire un mot sur la Bah culture. Thierry, ça laisse le temps aux autres de Bah, réfléchir. sur la culture, par exemple, j'ai la chance de travailler depuis quelque temps sur un projet dédié aux industries culturelles et créatives en Afrique. Il y a justement une préinscription à la plateforme qui est en cours de développement, qui vient d'être ouverte. Et l'objectif, justement, c'est grâce aussi à une plateforme dont je vais décrire un peu les grands accès, et à l'intelligence artificielle, de favoriser et de booster l'écosystème des industries culturelles et créatives en Afrique. Alors ça va de la danse aux jeux vidéo, en passant par le patrimoine, tous les domaines de la culture. C'est extrêmement vaste et cette plateforme,
elle est vraiment dédiée à animer une communauté, donc un peu comme un réseau social. On s'inscrit, puis on dit ce qu'on fait, où on est et comment on le fait, dans quel secteur on travaille. Est-ce qu'on est une start-up, est-ce qu'on est une grosse entreprise, est-ce qu'on est une fondation ou même une association. Ensuite, on va détailler les thématiques sur lesquelles on intervient, donc la formation, la production audiovisuelle, le cinéma, un peu tous les secteurs des ICC. Et ensuite, on va pouvoir déposer des initiatives en disant, bah voilà, moi je travaille sur ce projet-là actuellement, etc. Et ça va faire du matchmaking grâce à l'IA avec les acteurs de la communauté sur des initiatives ou des zones géographiques et des thématiques. Et grâce à l'IA et à des projets déposés et soutenus financièrement ou accompagnés, ça va vous aider à répondre là aussi en ligne à des appels d'offres ou à des financements avec de la subvention ou parfois du prêt, en réunissant un peu toutes les offres à la fois de l'équipe France et ensuite de partenaires qui sont basés en Afrique et qui veulent soutenir ces domaines d'activité. Et on sait que, par exemple, si je prends l'exemple du Nigeria avec Nollywood, c'est un secteur industriel colossal, extrêmement porteur, qui rivalise avec Bollywood en Inde ou Hollywood aux États-Unis. Donc, donc la culture, elle est aussi là avec l'IA et avec une faculté de rapprocher tous ces acteurs disséminés dans tous ces pays, donc à l'échelle de 54 pays, un continent colossal, qui se voient pas, qui se parlent pas trop, qui se connaissent plus ou moins, et du coup de les rapprocher grâce à un outil numérique, et ensuite avec des plateformes physiques, c'est-à-dire des lieux qui vont être des lieux culturels emblématiques ou des industries, des entreprises basées dans les différents pays. Là, on a un exemple là aussi très concret où la culture devrait, et je dirais doit être boostée grâce à l'intelligence Donc, c'est les artificielle. dommages des ICC. Voilà. On espère en tout cas que ce soit un succès. Et c'est aussi pour les connecter, là on parle d'IA, d'Afrique, d'écosystèmes culturels, mais c'est aussi pour leur donner des perspectives à l'international, encore une fois, grâce à la traduction et grâce à l'IA qui va booster tout ça et qui va permettre de dire, bah voilà, moi ce que je fais, je peux me connecter avec le Brésil ou avec d'autres communautés afro ou pas à l'international et développer ces projets. Et qui pense ce projet? Alors, c'est porté aujourd'hui par l'Institut français et par ce qu'on appelle l'équipe France, c'est-à-dire un groupement de l'Agence française de développement, de l'Institut français, de BPI France, d'énormément d'acteurs autour du secteur du Et dédié développement, à de la financement projet. Complètement dédié à Afrique. Ah bah c'est top. Ouais. C'est un beau sujet. Linda, je pense, souhaite, Ah bah, Linda, souhaite réagir, je pense. Linda, Linda. il paraît que vous voulez réagir. C'est ce que Virgile nous dit. Ah oui, non, j'avais juste mis un commentaire, mais directement pour vous hein, dans le chat. C'était une réaction par rapport à l'intervention précédente de Thierry. Mais là, j'en profite, je prends la main juste pour rebondir sur ta question, Jean-Michel. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais de manière très pragmatique. Imaginons qu'une personne souhaite améliorer son niveau de compétence dans un domaine donné. L'apprentissage peut être beaucoup plus personnalisé. On imagine que lorsqu'on fait, par exemple, un premier exercice, un premier quiz, en fonction des résultats aux différentes questions, on a un contenu personnalisé qui nous soit proposé. Donc, ça, moi, je le vois déjà, hein, par exemple, mon fils utilise une application en ligne pour travailler sa grammaire, son orthographe. Et en fonction des réponses qu'il donne, par exemple, à certaines questions, le quiz va être plus ou moins long parce que le quiz va se transformer pour proposer des questions qui correspondent aux domaines sur lesquels il semble avoir le plus de difficultés, de manière très, très simple. Et c'est le cas sur toutes les plateformes d'apprentissage qu'on utilise. Ça a l'air d'être quelque chose de moins important que d'autres applications qu'on a pu voir, mais en fait, c'est fondamental parce que la personnalisation du processus d'apprentissage permet vraiment d'obtenir des résultats beaucoup plus intéressants. Et de manière générale, je pense que pour comprendre ce que l'IA peut apporter à des domaines aussi variés les uns que les autres, on peut garder à l'esprit le concept de système de recommandation. Tout à l'heure, Chris l'a évoqué en parlant donc de certaines informations sur des potentiels candidats à des postes qui sont transformés en vecteurs numériques et qui sont ensuite comparés entre eux de manière à pouvoir fournir des recommandations en fonction voilà, de certains aspects qui caractérisent un profil.
Mais c'est applicable à différents domaines, en fait. Là, je le vulgarise au maximum parce que c'est un concept qui est important, mais qui est simple, mais très puissant à la fois. On peut faire aujourd'hui, par exemple, pour tout ce qui est recommandations de films ou recommandations d'articles à acheter, euh, on a, pour simplifier, une matrice où on va avoir les différents utilisateurs et on va avoir les différents produits, que ce soit des films, que ce soit des chips, enfin, peu importe un produit qu'on souhaite recommander aux clients. Et généralement, on s'appuie évidemment sur les données qui sont fournies par les consommateurs eux-mêmes quand ils font des ratings. Donc, quand ils donnent des notes à des restaurants, par exemple, dans lesquels ils ont mangé, à des livres qu'ils ont lus, etc. Mais dans cette matrice-là, utilisateurs et items et produits, on a évidemment beaucoup d'informations qui manquent parce qu'on est nombreux à ne pas faire de retour, à ne pas faire de feedback. Mais des méthodes ont été développées de manière à pouvoir prévoir justement ces recommandations. Donc, Mm. trouver en fait les valeurs manquantes. Et c'est simple comme concept, mais c'est extrêmement puissant. Et ça s'applique à tous les domaines, justement. Parce qu'on peut faire des recommandations et au niveau RH et au Bien sûr. niveau des contenus personnalisés dans l'éducation et à décliner à l'infini. Donc, pour des personnes qui voudraient aller un peu plus en profondeur, ils pourraient s'intéresser donc au système de recommandation, par exemple, et aller voir un peu plus en détail comment ça fonctionne pour comprendre comment ça pourrait s'appliquer dans leur domaine, dans leur industrie. Merci beaucoup. Très bon cas. Je vois que ça suscite des réactions ou des interventions. Donc, Kofi, puis Alain, ou des exemples, si vous voulez donner d'autres exemples concrets. Kofi? Oui, tout à fait. Non, c'est pas une réaction, mais c'est un exemple Oui. concret, toujours en Côte d'Ivoire, hein, par rapport à une start-up qui a développé un agent d'IA qui est dans le domaine, dans le secteur de la recherche d'emploi. Il cartographie toutes les offres d'emploi de cabinets de recrutement locaux, nettoie les offres expirées, les fraudes, les annonces non pertinentes, géolocalise même les recruteurs et classifie les offres par type de contrat, secteur d'activité et même région administrative. Et de l'autre côté, hein, pour les chercheurs d'emploi, il permet d'analyser les CV, évaluer les compétences, les expériences et faire un diagnostic complet du profil professionnel. Et cet agent IA propose même des recommandations personnalisées pour améliorer l'employabilité disons, du chercheur d'emploi, identifier ses points forts et axes de progression, le sujet des orientations, des carrières adaptées par rapport à sa demande et bien sûr fournir aussi hein, pour aller plus loin. Vous dire, c'est du tout, du all-in-one, comme on le dit, une estimation salariale basée sur les tendances du marché ivoirien. Donc, en plus, il peut bien sûr générer des CV optimisés selon Mm. les standards du métier visé. Mais bien sûr, ça, c'est l'IA. Non, au niveau de l'humain, est-ce que l'humain a la capacité d'être en mesure, a la capacité d'être en phase avec le profilage que l'IA lui propose pour, disons, répondre à une demande d'emploi? Donc, voilà un peu des questions qu'on pourrait soulever et qui nécessite beaucoup plus d'approfondissement parce que, comme on l'a toujours dit, un sang sans conscience hein, n'est que ruine de l'humanité. De Merci. là. Merci, Kofi. Alain? Oui, justement, pour revenir sur l'éducation, je me risquerais même à dire que l'éducation est le domaine dans lequel l'intelligence artificielle est la plus utilisée. Prenez l'exemple de ChatGPT. Aujourd'hui, tous les élèves, tous les étudiants, en tout cas, bon, j'exagère un petit peu, mais même en Afrique, l'usage de ChatGPT est étendu et dans les classes, dans les universités, au point qu'on se demande maintenant comment améliorer, adapter le système d'évaluation à ces usages, à ces textes qui sont produits par l'intelligence artificielle. Et sur ce domaine, il y a même, j'ai constaté qu'il y avait peut-être une petite avance. Les étudiants ont plus de connaissances de l'IA générative que des enseignants, parce qu'il y a des enseignants qui n'étaient même pas au courant et qui s'étonnaient que les rendus des étudiants étaient améliorés par rapport aux années passées. Mais tout cela, en fait, c'est l'IA générative qui est derrière tout ça. Mais
au-delà de ça, si je reviens toujours à ce que je fais, nous avons équipé dans nos bureaux nationaux de l'Agence universitaire de la francophonie, euh, dans nos bureaux nationaux, il y a ce qu'on appelle des laboratoires multimédia. Et ces laboratoires multimédia sont équipés d'intelligence artificielle. Et donc, les enseignants qui ne maîtrisent pas l'intelligence artificielle, qui ne maîtrisent pas comment réaliser un MOOC, peuvent utiliser ces outils et en très peu de temps produire un MOOC assisté par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'enseignant fait son cours et demande à l'intelligence artificielle de lui donner une illustration par rapport à ce qu'il est en train de dire. Il demande à l'intelligence artificielle de lui faire une image qui va permettre d'illustrer son travail, de mettre un décor derrière lui. Et donc tout ça sans programmation et ça peut se faire très rapidement. Et donc ça, c'est généralisé et nous faisons des formations et il y a beaucoup d'enseignants qui les utilisent déjà. Et nous avons également, dans le cadre d'un projet qu'on appelle le projet PRICNAC, promotion de l'innovation et de la culture numérique, financé par l'Union européenne, nous avons soutenu un projet qu'on appelle le projet CLINAC et qui a mis en place une plateforme qui permet d'accompagner les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et justement là, ça revient à la question de la personnalisation qui a été évoquée tout à l'heure. Donc, cette plateforme s'appuie également sur l'intelligence artificielle pour personnaliser l'accompagnement des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais en fait, dans le domaine de l'éducation, l'intelligence artificielle intervient à plusieurs niveaux. Il y a ce niveau de personnalisation des apprentissages, mais il y a aussi la question de la recherche, de la préparation des cours. Il y a aussi la question de la gouvernance où l'intelligence intervient. On a une université, enfin un établissement en RDC, Congo, qui s'appelle la Haute École de Commerce, qui a vulgarisé une application qui permet de rationaliser la gestion des dépenses et les frais de scolarité. Vous savez que les frais de scolarité, c'est un mystère dans certains pays parce que les chiffres qui sont déclarés ne sont pas toujours les bons chiffres. Et donc, pour lutter contre cela, cette application permet de suivre de près les inscriptions et d'avoir en temps réel les données. C'est-à-dire que dès que l'étudiant s'est inscrit, on sait qu'il y a un étudiant qui s'est inscrit. Dès qu'il a payé, on sait qu'il a payé. Et donc, la comptabilité se fait automatiquement. Et donc, il y a ça aussi ça rentre aussi dans le cadre de l'éducation. Mais en dehors de ça, il y a des applications qui sont des plateformes qu'on connaît, hein, qui sont Siyavula en Afrique du Sud, qui est très connu. Il y a Mshul qui existe depuis très longtemps, qui permet de former des étudiants à l'aide des SMS. Et ça, c'est des plateformes africaines. Et donc, il y a aussi des inventions africaines qui sont faites dans le domaine de l'éducation. Quand j'ai fait mener une étude en RDC, j'avais compté d'une vingtaine de startups spécialisées dans l'EduTech. Alors, Mm. c'est vrai qu'il y a des réussites et aussi des échecs, mais une vingtaine, c'est déjà pas mal. Effectivement, ça prouve que ça bouge. Moi, je vous pose une dernière question rapide, réponse rapide, et après on laissera un petit tour de table, alors virtuel ou physique, à des questions de la salle. On se retrouve dans 3 ans. Qu'est-ce qui a changé? Il y a plein d'IA partout. Au contraire, c'est vraiment l'IA américaine qui l'emporte. Ça a changé la vie des Africains. C'est le développement des petites mains, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un des sujets liés à l'IA. Voilà. Dans 3 ans, on se retrouve tous ensemble. On parle de quoi? Qui veut se Euh, lancer? Allez, je pense que ça va être des grosses success stories liées à des écosystèmes locaux qui auront vraiment su tirer parti pris de projets qui peuvent se démultiplier. Un petit peu comme on a parlé avec le mobile money, un petit peu comme d'autres sujets sur l'éducation ou les drones. Et du coup, je pense que ça, effectivement, ça va aller très vite. Ce qui m'effraie un peu d'ailleurs sur certains plans d'État, de pays émergents sans les citer qui ont des visions à 2040 ou 2045. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Je pense que, comme tu le dis très justement, il faut que ça aille vite et que ça aille bien pour pas rater ce train en marche qui est considéré comme des plus grandes révolutions. Et pour conclure très rapidement aussi, il faut faire extrêmement
évidemment attention au danger que ça représente. Tous les étudiants qui font leur cours en lançant un prompt dans ChatGPT, il y a un moment où on perd aussi ses facultés d'apprentissage. Donc il y a un gros danger aussi autour de l'IA qui est extrêmement détourné. Et ne pas oublier que quand vous faites un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, répondre à un appel d'offres en utilisant ChatGPT ou Perplexity, vous donnez vos données Ah bah oui. à des plateformes américaines qui vont les utiliser et qui vont parfois reproduire des modèles de fake news ou de données qui n'existent pas ou de sites internet qui publient des analyses sur la science qui sont irréelles. Et du coup, il y a un gros danger, donc à la fois un gros potentiel sur des projets absolument passionnants et extrêmement innovants qui vont arriver et qui vont avoir un effet booster sur plein d'activités concrètes et pragmatiques. Et à la fois, attention, attention. Tout à fait. Qui d'autre veut se lancer? Chris, dans 3 ans? On parle de quoi? Ah, bon, euh, Edomat je pense. a racheté Meta. Non, 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 pas encore. Pas encore. Mais quand même, D'accord. mais je pense qu'il y a une dynamique qui va booster l'implémentation de l'IA en Afrique, et c'est le phénomène des REPAT. Alors, je suis le REPAT, j'ai grandi en Occident et je suis rentré en Afrique. Et j'ai lancé une entreprise. Et avec moi, beaucoup d'autres jeunes Africains qui rentrent de plus en plus ici, et qui se retrouvent sur place et qui collaborent avec avec tous ceux qui sont ici pour créer une réalité propre à l'Afrique. Alors, je pense que dans 3 ans, qu'on aura de belles entreprises africaines développées totalement avec une conception africaine qui répond aux challenges auxquels l'Afrique sera confrontée d'ici 3 ans. Et l'un de ces challenges, c'est comment gérer cette dividende démographique qui veut aller de l'avant et qui a besoin de ces nouveaux outils pour vraiment le faire. Merci Chris. Tu veux prendre la parole dans les 3 derniers? Alain, Kofi, Linda. Alain. C'est Alain qui a dégainé le plus vite. Alain? Bon, là, c'est une question difficile pour moi parce que je n'arrive plus à activer ma caméra, mais voilà, c'est les effets de la technique. Il y a 3 ans, on ne savait pas ce qu'on aurait aujourd'hui. Alors, je ne sais même plus depuis quand l'IA générative a été créée, mais en tout cas, il n'y a pas très longtemps qu'elle s'est vulgarisée. Euh, il y aura peut-être aussi une autre technologie qui va arriver. On n'en sait rien. J'ai bien envie d'être optimiste, mais non. En fait, en même temps qu'en Afrique, nous sommes en train d'avancer, les autres continents ne nous attendent pas. L'Europe est en train de travailler, l'Asie est en train de travailler, les Américains sont en train de travailler. La technologie, pour qu'elle puisse nous sauver, il faut qu'on ait un contexte adapté. Et pour l'instant, nous avons encore trop d'efforts à faire pour améliorer le climat des affaires, pour améliorer le contexte politique, pour améliorer le contexte technologique. C'est un peu négatif ce que je dis, hein, on est pessimiste, mais c'est la réalité. Et donc, on va en profiter certainement, mais les défis à relever sont encore très nombreux. Merci Alain. Kofi. Merci bien. Je voudrais rappeler lorsque à la banque, nous avions l'année dernière organisé une formation à la sensibilisation euh, à l'usage de l'intelligence artificielle. À l'entame, on avait essayé de faire la comparaison entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, spécifiquement sur notre cœur de métier, l'analyse financière. Mais nous nous sommes rendus compte que l'intelligence artificielle faisait une très bonne analyse financière, très fine par rapport à l'homme, qui pourrait prendre du temps avec des données qui, quelque part, pouvaient être approximatives. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que l'intelligence humaine, en faisant l'analyse financière, n'a pas considéré la crise de la COVID-19, n'a pas considéré les questions réglementaires, les questions environnementales, du business peut-être d'un promoteur qui cherche un financement.
Pourquoi j'en parle? C'est pour dire demain, comme tu le dis si bien, ferons-nous appel à l'intelligence humaine ou à l'intelligence artificielle? Ou comment sera l'homme demain? Sera-t-il au service de la machine ou va-t-il garder la maîtrise de l'outil qu'il a lui-même créé? Parce que ce qui est important, toute innovation technologique doit être en phase avec, euh, disons, les besoins et surtout être au service de l'humain ou de l'humanité, répondre à un besoin. Donc, moi, je pense qu'il est important, comme Alain l'a si bien dit, de toujours réfléchir à l'adoption de ces technologies parce que les iPhones, les calculatrices, les ordinateurs calculent plus rapidement que nous. L'ordinateur ou l'intelligence artificielle n'a pas d'âme, ne connaît pas les valeurs morales. Donc, diffère complètement des réflexes humains. Donc, il est important de réfléchir à comment l'homme lui-même peut toujours garder la maîtrise de cet outil-là qui nous apporte tant, autant que les révolutions qui nous ont précédés. C'est Kofi. Linda, termine par vous. Démuter, voilà. Oui, merci beaucoup. Merci déjà pour toutes ces interventions qui ont été vraiment très enrichissantes. Je suis contente de voir que Thierry est euh, moins pessimiste que ce que j'aurais pensé. Je taquine gentiment, mais c'est en démarrant, quand je me suis montrée assez optimiste, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler dans le domaine de l'éducation ici, mais aussi de l'entrepreneuriat numérique pendant 7 ans et j'ai vu comment ça progressait et la courbe d'évolution continue. Mais je suis contente d'avoir entendu ce que Thierry envisage dans 3 ans, ce que Alain, Chris et Kofi envisagent dans 3 ans. Les défis sont clairs. On n'a pas parlé du problème d'électricité, mais malheureusement, dans certaines régions, on en est encore là. Donc, il faut bien les adresser, tous ces soucis-là, l'électricité, le haut débit, etc. Mais je pense que si on veut être vraiment pragmatique, aujourd'hui, il y a encore une marge de manœuvre très importante. On parle beaucoup d'IA générative. Il ne faut pas oublier que ça reste de l'IA étroite. Donc, l'IA étroite est reconnue comme étant inférieure à l'intelligence humaine. L'IA générale, on sait qu'on n'y est pas encore. La super intelligence artificielle, encore moins. Donc, il y a une marge de manœuvre. Mais pour pouvoir y arriver, il faut avoir les moyens déjà de se concentrer, d'avoir l'esprit tranquille pour pouvoir se concentrer sur sa formation. C'est un aspect qu'on n'a pas abordé, mais je pense qu'il y a tout un aspect aussi euh, psychologique qui est important dans, dans l'éducation, dans le renforcement des compétences. Il faut avoir l'esprit tranquille, ne pas avoir de préoccupations alimentaire et basique pour pouvoir se concentrer sur l'apprentissage de l'IA ou de la data science, par exemple. Et je pense que vraiment, si une véritable collaboration entre le secteur privé, l'administration publique, le monde académique et puis les investisseurs se met en place, on peut vraiment aller très loin. Aujourd'hui, beaucoup de besoins ne sont pas encore adressés. On a une possibilité de les adresser. Euh, Très rapidement, de manière personnalisée, et ce serait dommage qu'on manque le coche. On voit ce qui s'est passé avec la téléphonie, par exemple. On n'a pas eu besoin d'avoir un réseau téléphonique commuté sur l'ensemble du continent africain pour passer à la téléphonie mobile. On a leapfrogué, comme on aime dire, hein, on a fait un saut à un niveau supérieur plus rapidement. Eh bien, on peut faire la même chose, en fait. On peut faire la même chose si on se donne les moyens, on peut faire la même chose. Moi, je reste persuadée aujourd'hui que l'intelligence artificielle, elle est accessible. Bon, il y a une part de mathématiques. On peut dire que ça peut sembler très difficile à certaines personnes, mais en fait, non, les bases sont accessibles. Si on veut passer à un niveau un peu plus élevé, ça demande beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de pratique, de sacrifice aussi. Ça demande beaucoup de sacrifices. Mais pour les bases, pour pouvoir utiliser les bases de l'IA pour améliorer sa productivité, je pense que beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense peuvent y arriver. Il faut l'associer, enfin pour terminer, il faut associer l'IA à la data science, il faut associer l'IA aux connaissances métiers. On ne peut pas appliquer l'IA de manière efficace, même si on sait traiter des données, si on n'a pas une connaissance métier qui nous permette d'interpréter les résultats qu'on va obtenir en fait. Donc, il faut vraiment pas oublier que c'est pas l'IA toute seule. L'IA toute seule ne va pas nous apporter grand-chose.
Il faut des compétences métiers, il faut de l'IA, il faut de la data science. Je donne très, très rapidement ce cas-là. Dans le cas de ma thèse de doctorat, j'ai utilisé l'IA implémentée sur un robot social pour pouvoir tenter de générer des interactions sociales avec des adolescents autistes. C'est quelque chose de très spécifique, mais chacun peut prendre un sujet de cœur, peut prendre un sujet comme ça assez ciblé, circonscrit, et puis mettre l'énergie, le temps que ça demande pour pouvoir adresser une problématique et produire une solution. Je reste persuadée qu'aujourd'hui, c'est à la portée de beaucoup plus de personnes que ce qu'on ne pense. Mais il nous faut avoir l'appui en termes de formation, en termes de financement de la recherche, notamment, j'insiste encore, et de l'accessibilité des formations en français en particulier, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de contenu en anglais et c'est aussi une barrière pour certaines personnes. Donc, voilà. Dans 3 ans, je pense qu'on pourra se retrouver et j'espère avoir les yeux qui brillent, fiers de ce qu'on aura accompli ensemble. Merci Linda. Il nous reste 5 minutes, donc quelques questions rapides, réponses rapides. Je ne sais pas si on en a sur le chat. On n'en a pas, voilà, c'est parfait. Vous pouvez encore, hein, si vous pensez il y a une trentaine de personnes. Alors, il y a une question dans la salle. Question rapide, réponse rapide. Donc, une question rapide, elle est plutôt factuelle à Monsieur Kiyindou. Ah, En voilà. faisant une analyse comparative, notamment au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, on voit qu'on a deux mondes en Afrique. Le monde un peu de l'écosystème anglo-saxon, le cas par exemple du Kenya qui est vraiment en émergence, et le cas de l'Afrique centrale, par exemple le Congo. Quelle analyse comparative vous pouvez dresser dans ce sens-là? Et puis des perspectives et la place surtout de l'agence universitaire de la francophonie, au-delà des bureaux de multimédia, qui sont un peu des perspectives pour essayer un peu de compenser le gap, le contraste entre le monde anglo-saxon et le monde francophone. Alors, Merci. une question pour Alain. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, monsieur. Ah bah deux, voilà. La première, la seconde. Alors, la première, ça concerne, on a essentiellement parlé de posture d'adoption des outils d'IA, qui sont tous pour la plupart américains. Y a-t-il une posture africaine sur la conception de modules d'IA ou d'outils d'IA, notamment au niveau évidemment universitaire et potentiellement multi-pays? Et la deuxième question, ça concerne plutôt, vous avez beaucoup évoqué des startups et l'utilisation d'IA par des startups pour proposer des nouveaux services. Quid de l'IA pour améliorer des secteurs essentiels de l'économie africaine? Voilà, je vais revenir à des choses plus basiques, mais je pense à l'énergie, à l'eau, au transport, évidemment à l'agriculture, vous avez un peu évoqué, mais sur quel secteur vous pensez que les outils d'IA, même générés essentiellement aux États-Unis, pourraient apporter aujourd'hui des éléments, des leviers de développement importants pour le continent africain? Je sens qu'on est parti pour la troisième conférence. Une dernière question. Oui, Yann. Très brève. Et avant-dernière, une dernière. Quelqu'un qui n'est pas né Ouais. dans cet environnement-là. Oui. On parle de l'IA depuis quelques années comme une révolution fondamentale du genre humain, de l'organisation mondiale, Ouais. etc. Et au fond, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'IA d'aujourd'hui et ce qu'on appelait il y a 5, 6, 7, 8 ans les applications affectées? Tous les exemples que vous avez racontés, expliqués, sont présentés comme des nouveautés de l'IA, mais au fond, il y a 5, 6, 7 ans, on aurait pu le faire, ça aurait été une application pour l'arrosage, pour la formation, etc. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode où on nous rebat les oreilles avec l'IA, mais en réalité, c'est une accélération des applications? Question. Étienne est notre spécialiste du scepticisme sur la digital. Et madame, la dernière question pour vous. Non, mais c'est vrai. S'il vous plaît, on écoute la question. Dans quel cas, dans l'agroalimentaire, s'inscrit l'IA aujourd'hui en Afrique, qui soit communautaire ou pas, dans quel cadre va-t-il se diriger, notamment en ce qui concerne la protection des données? Je répéterai les questions parce que tout le monde n'a peut-être pas entendu. Donc, Sur la dernière, on a une conférence le 11 avril sur ce thème. Ah oui, c'était un bon point. Donc, C'est je bien. vais traiter Donc, ces deux points-là. venez le 11 avril, il y a une conférence qu'on organise, mais c'est en physique, en présentiel, donc soit à distance, c'est un peu dur. Donc, j'ai 5 questions et on essaie de faire 1 minute par réponse. Alain, la première était pour vous. Est-ce que vous avez des choses à dire sur cette comparaison entre le monde éducation, notamment et IA anglo-saxon versus francophone? 10 secondes de moins pour la réponse. Oui,
Malheureusement, je ne connais pas très bien le monde anglophone, mais ce que je constate, c'est que la plupart des exemples que j'ai cités, hein, notamment dans le domaine de l'éducation et des applications que j'ai citées, ont été créés dans le monde anglophone et ont été adoptés dans le monde anglophone. Alors, en Afrique francophone, on a aussi des disparités. Moi, je suis en Afrique centrale et je constate que on a beaucoup plus de difficultés dans le domaine de l'intelligence artificielle en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Nord. Si je prends l'exemple des supercalculateurs qu'on a évoqué tout à l'heure, je ne suis pas en mesure de dire dans quel pays de l'Afrique centrale on peut trouver un supercalculateur, alors que je sais qu'on peut en trouver en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc et j'en passe. Alors, je ne sais pas expliquer cela. Je ne sais pas si c'est lié à la langue, mais ce qui est sûr, c'est que il y a quand même une disparité qui est visible hein, dans la créativité et dans l'appropriation de l'intelligence artificielle. Je suis par contre plus à l'aise sur la deuxième question qui concerne l'Agence universelle de la francophonie, à savoir ce que nous faisons à l'Agence universelle de la francophonie. À l'Agence universelle de la francophonie, nous avons créé un réseau de recherche francophone sur l'intelligence artificielle, justement pour essayer de combler cette disparité entre l'anglais et le français. L'exemple a été cité tout à l'heure. Quand on va aller voir les bases de données, on va se rendre compte que à peu près 80% de bases de données qui concernent l'intelligence artificielle sont en anglais. Et on va trouver très peu de bases de données francophones. Et la plupart des publications, même si c'est un problème plus large, mais dans le domaine de l'intelligence artificielle, sont en anglais. Donc, l'idée de créer ce réseau de recherche, c'était de fédérer les efforts des chercheurs, pas uniquement africains, hein, mais des chercheurs francophones de façon générale, pour pouvoir créer une dynamique de recherche. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, que nous avons organisé un grand colloque à Bucarest au mois de juin dernier qui nous a permis de diffuser, de publier ce qu'on appelle le manifeste de la recherche francophone sur l'intelligence artificielle, qui n'est pas encore publié maintenant, mais qui va l'être très bientôt, mais en tout cas déjà rédigé. Et en termes de perspective, nous organisons aussi, parce que notre objectif, notre mission, c'est d'accompagner les étudiants et les gouvernants des universités. Et donc, nous avons beaucoup de formations dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais nous avons également des sensibilisations. Et là, du 28 au 29 avril, nous allons réunir à Conakry les ministres de l'enseignement supérieur et les recteurs de l'enseignement supérieur africain sur la question de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation. Donc, c'est un sujet que nous prenons beaucoup à cœur, que le recteur de l'AUF prend également beaucoup à cœur. Alors, je prends, merci beaucoup. La question suivante. Alors, indépendamment de la question de la langue dans les données qui a été évoquée, est-ce qu'il y a d'autres spécificités d'une posture africaine pour développer des IA? Ou est-ce que c'est une reprise des modèles américains? Est-ce que quelqu'un veut lancer une réponse rapide, encore une fois? Oui, je veux Lina? bien prendre le point. Mhm. Alors, de manière générale, c'est vrai que beaucoup de choses existent déjà. Je choisis la question assez provocative de tout à l'heure parce que je pense que c'est bien. Elle nous remet en question. Est-ce qu'on n'est pas en train de juste présenter des choses qui existaient déjà, mais c'est un effet de mode et on en rajoute un peu? Bon, l'IA existe depuis longtemps, hein. On part du milieu des années, euh, enfin, du XXe siècle, en 1950-1960, avec des prémices qui datent même d'avant. La machine de Turing, on en a entendu parler, etc. Mais concrètement, ce qui a fait la grosse différence, c'est la capacité de calcul et la disponibilité des données, le big data. Donc aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire en termes d'inférence, par exemple, de prédiction, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, parce que ça demande en fait une très, très importante capacité de calcul. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a de la place pour créer de nouvelles choses, créer de nouveaux modèles? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut réutiliser l'existant. Parfois, ce n'est pas nécessaire de partir d'une page blanche, comme dans beaucoup de domaines. Mais aujourd'hui, par exemple, dans l'IA, on parle de transfer learning. En quoi ça consiste? On peut prendre un modèle existant et donc un modèle de réseaux neuronaux, par exemple, donc en deep learning, et on peut décider d'adapter ce modèle-là en utilisant uniquement certaines couches de neurones et en ajoutant d'autres.
Mais il faut dire que dans le deep learning aujourd'hui, c'est encore beaucoup de try and error, comme on dit. Même aux États-Unis, c'est du try and error. Il n'y a pas de règles précises, de bonnes pratiques par rapport à comment le réseau de neurones doit être constitué, combien de couches de convolution je dois avoir, combien de couches de pooling je dois avoir, où je dois les placer. Non, c'est encore du try and error. Même aux États-Unis, on est encore en train d'essayer de se tromper, de rattraper, de calculer l'erreur du modèle, de calculer sa précision, de recommencer. C'est encore comme ça, même à MIT, même à Harvard. Donc, il y a de la place pour faire encore beaucoup de choses et c'est possible pour quelqu'un de tout pays, de toute origine, de créer un nouveau modèle dans un domaine précis, selon les données disponibles, qui va venir révolutionner un domaine précis. Parce que le modèle d'IA qu'on utilise va dépendre du jeu de données qu'on a. Et donc, par rapport à ça, pour terminer, je voudrais vraiment lancer un appel pour qu'effectivement, on ait de plus en plus de jeux de données locaux adaptés à nos contextes. Aujourd'hui, les analystes IA ont tout ce qu'il faut pour travailler en ligne avec des sites comme Kaggle, etc., pour obtenir des datasets. Mais effectivement, on a très peu de données locales et chacun peut commencer à construire quelque chose. Il y a des techniques pour augmenter les données, c'est-à-dire que même si on a un jeu de données qui fait une taille X, on est capable de multiplier en un jeu de données qui fait une taille 100X par des techniques spécifiques qui consistent à voilà, transformer un peu ce qu'on a pour en faire des variations et obtenir un jeu de données plus important qui permet d'aller plus loin. Donc aujourd'hui, on peut le faire partout et je pense qu'il n'y a pas de limitation géographique pour la création, non, pas du tout. Merci Linda, parce qu'en plus de répondre, vous avez fait quelque chose que ChatGPT ne sait pas faire, c'est répondre à deux questions à la fois. Donc merci, ça nous fait gagner du temps, c'est très bien. Il en reste deux donc. Alors voilà, exemple de l'IA dans des secteurs traditionnels comme l'énergie, l'eau, le transport. Pour ça, je vous dis, ça sera le thème de la troisième conférence qu'on va faire. Mais est-ce que quelqu'un veut donner un exemple concret dans ces secteurs? Eau, énergie, transport, les utilities? Sur l'électricité, pardon, vas-y Thierry. Je voulais juste donner un exemple sur l'électricité en Côte d'Ivoire où c'est déjà utilisé par la compagnie ivoirienne Bah, d'électricité. vas-y, Linda. Non, non, mais c'est juste ça. En fait, l'IA est déjà utilisée aujourd'hui par la compagnie ivoirienne d'électricité depuis quelques années. Moi, j'ai des anciens étudiants que j'ai eus il y a 5 ans, il y a 6 ans, qui sont aujourd'hui analystes IA à la CIE et qui travaillent justement sur des modèles qui permettent d'optimiser justement la fourniture d'électricité, de réduire les pannes pour les consommateurs, d'améliorer justement la maîtrise de sa consommation. Donc, il y a des outils comme ça aussi qui sont et au niveau du producteur d'énergie et au niveau du consommateur très, très pratiques aujourd'hui. Et par exemple aussi dans l'eau et avec les systèmes d'IoT, et un peu pour répondre à la remarque d'Étienne, effectivement, on pouvait déjà voir où l'eau va, où il y a des détections de pertes et où il y a des objets connectés qui vont nous signaler qu'il y a une fuite, etc. Mais par contre, la puissance de calcul et l'intelligence artificielle va permettre immédiatement de réagir, de répartir les flux, d'ajuster aussi à d'autres paramètres comme l'accès à l'électricité pour activer les pompes, à couper, rediriger, stocker de manière beaucoup plus puissante et proactive, et même si un autre problème vient se cumuler. Donc en fait, ça va générer plusieurs choses en même temps, mais c'est vrai le terme est très souvent galvaudé sur le fait de l'IA, c'est des applications de matchmaking. Puissance et data. Oui, et apprentissage permanent. Apprentissage permanent de ce qui se passe et donc redirection des données. Et pour donner un autre exemple, alors pour ceux qui sont là, n'hésitez pas à vous servir. Je vous ai amené la dernière étude de Bearing qu'on vient de sortir. C'est sur l'IA et le sport. Donc c'est un autre secteur. Mais c'est aussi un enjeu pour le développement. Pour ceux à distance, je vous les enverrai parce que c'est pas très pratique en version papier. Et deuxième pub, effectivement, le 11 avril, il y a une conférence mixte, commission digitale, santé, juridique et Bird and Bird sur les sujets, alors pas tout à fait l'IA, c'est plutôt la data et les dimensions réglementaires et e-commerce. Mais est-ce que quelqu'un veut juste dire une phrase sur la dernière question, qui était la question de la réglementation, le cadre réglementaire pour l'IA en Afrique? Est-ce que c'est la jungle? Est-ce qu'il y a des choses qui avancent? Ou chaque pays fait un peu ce qu'il veut? Est-ce que quelqu'un veut prendre le point? Je peux prendre ce point. Oui, oui. Quand je parle spécifiquement pour le Togo, on a le ministère de la Transformation numérique ici au Togo qui
qui regarde ce qui est fait par les applications, par les entrepreneurs locaux et qui essaye de réglementer ce qui est possible et ce qui doit être fait sur le marché. Mais c'est là où je pense que des acteurs comme Apple et Google, présentement dans leur mode de travail et dans leur politique d'analyse d'applications qui sont lancées sur le marché, limite beaucoup ce que les entrepreneurs peuvent faire et demander aux utilisateurs. Alors, avant d'avoir une application basée sur l'IA qui est sur le marché, qui est utilisable pour 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 les utilisateurs, il faut vraiment créer un logiciel qui est sécurisé et qui permet à sécuriser les données. Alors, je pense que dans ce cas d'espèce, on a ces deux géants qui mènent la danse, mais je pense que nos gouvernements aussi doivent maintenant accélérer leur processus et créer ce cadre réglementaire pour mieux diriger et mieux aider les entrepreneurs locaux. Merci à tous. Merci beaucoup. Et je crois que la prochaine commission digitale en dehors de celle du 11 avril, c'est aussi au mois de juin. On parlera eGov et Civitech. Voilà. Et le Forum du Ciel le 29 avril. Et le 29... Oh là là, on a fait que de la pub. Le Forum du Ciel le 29 avril. Étienne, tu as raison. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci à distance. Merci, au revoir.